On se bon les carnets. J'étais avec Gustav Janouch et Franz Kafka à Prague. Alors, on revenait, là, le fait qu'il marche toujours dans ce livre à travers Prague. Eh ben, moi, c'était en juin 1979. Je venais de passer 4 mois à Bombay. Ça s'était relativement bien passé. Mais j'étais toujours dans cette angoisse de non-légitimité. Qu'est-ce que tu fais dans ces machines alors que tu n'y connais rien Là, en gros, on t'emploie dans ces machines parce que toi, t'aimes bien voyager, ça te fait rien de découvrir des villes, mais qu'est-ce que tu sais faire avec tes mains par rapport aux gens avec qui je travaillais, qui allaient faire ça toute leur vie. Bon, puis en même temps, ça finissait par se passer, mais ça s'est toujours passé dans une espèce d'angoisse à cette non-légitimité. C'est pour ça que quand aujourd'hui je vois celles et ceux avec les ateliers là, qui disent mais je ne me sens pas légitime. D'où vient cette légitimité dans l'écriture? Moi, je me souviens de mes machines autrefois. Et donc, on m'avait envoyé à Prague une machine en panne. Alors, ces machines, je me souviens de la boîte, c'était une usine qui s'appelait Motorlet. C'est le tchèque, c'est quasi imprononçable. Des phrases où des fois il n'y a pas de E et que des consonnes. Bon, avion, Prague, t'emmènes les 2-3 trucs dont tu sais que tu peux avoir besoin de façon courante, des petits jeux de clés, des machins comme ça. Sur place, tu sais qu'on te donnera, on fonctionnait tout avec un oscilloscope. C'était pas encore l'époque des circuits intégrés. Ça arrivait. On les avait en labo avec les petites lumières rouges, vertes, jaunes, on comprenait pas trop. Mais là, on était encore dans l'analogique, le fer à souder, l'oscilloscope. Je ne sais plus trop après comment t'arrives, si on t'attend, je crois que forcément souvent on t'attendait. Et là, d'autant plus que la nouveauté, j'étais pas à l'hôtel. On m'a logé directement dans une dépendance de l'usine. Alors tu avais l'usine et tu avais un bâtiment qui était pour les apprentis. En gros, comme aujourd'hui les lycées professionnels, mais tu avais des formations là intégrées. Bon, c'est tout, une usine donc d'aviation. Nous, dans le labo, le lendemain matin, je découvre la machine. Et là, c'était dans les avions, tu sais, t'as les réacteurs, il y a les petites pales tout autour. Et ces pales, il y a toujours une usure. Donc, régulièrement, on change les pales des réacteurs et on les soude là. C'est du titane avec un tout petit faisceau d'électrons. Donc, ça s'emboîte de façon extrêmement précise et on va venir faire une petite soudure automatisée. Là, Bon, ça, c'était le boulot. Et donc, je découvre ma machine et là, on m'explique que non, la machine, elle marchait très bien. Mais dans le contrat, à l'époque, c'était encore loin avant la chute du mur de Berlin, et même un an avant les grandes grèves polonaises, Lech Walesa, on était juste 11 ans après les répressions russes de 1968 à Prague, que non, la machine marchait très bien, on en était super contents, mais simplement, il y a des pièces d'usure, il fallait des pièces de rechange, il fallait, etc., ce qui était logique, mais on n'avait pas de contrat pour ça. Donc ils avaient pris une astuce, si c'était pour un accident, alors on pouvait réimporter quelques pièces de rechange. Mais sinon, il fallait repasser par toute une procédure de marché. Là, c'était infernal. Alors, on s'en occupe. Moi, je fais un constat soi-disant d'incident. Enfin bon, il y avait ça qui marchait pas, ça qui marchait pas, ça qui marchait pas. Ça, c'était fastoche. Et puis, on envoie à l'usine parisienne la liste des pièces qu'il nous fallait. 48 heures après, on m'informe, c'était non, c'était même pas des fax à l'époque, c'était des téléx, on appelait ça. Arrive le téléx, commande expédiée, ouah, chouette, tant mieux, bon, vas-y, va visiter la ville un petit peu pendant ce temps-là. Et simplement, les pièces n'arrivent pas. Commence à enquêter auprès d'Air France. Moi, j'appelle la boîte à Vitry. C'était pas fastoche, mais on y arrivait quand même. Enquête. Ces idiots à l'aéroport, ils envoyaient la caisse, non pas à Prague, mais à Buenos Aires. Dis donc, c'était pas la même direction.
Et ça, je m'en souviens. Donc il fallait attendre que ces pièces, il y a à chaque fois des contrôles des douanes, parce que ça relevait quand même de trucs un peu classifiés, militaires et tout ça, qu'elles repartent dans l'autre sens, reviennent à Paris, et que de Paris, on les renvoie à Prague. Donc j'ai eu 10 jours, et c'est là où intervient, je pense que c'est dès le premier matin. On m'avait prévenu la veille en arrivant, donc quelqu'un est là, un petit bonhomme, je m'en souviens, petit, trapu, plus de cheveux, et son nom, je ne l'ai plus. Mais en arrivant là le matin, il se présente avec pas beaucoup de français, on se servait aussi d'un peu de... On parlait un peu allemand, genre de sabir, comme on maîtrisait tous les deux. Je crois qu'on était assez... aussi maladroit l'un que l'autre dans l'usage de l'allemand. L'anglais, pas question. Par contre, il parlait un peu français. Et je découvre que ce gars, il était de Brno, BRNO. Et maintenant, c'est plus la Tchécoslovaquie. Tu vois, la Tchéquie, je ne suis jamais habitué à dire ça. Et de l'autre côté, la Slovaquie. Et ben, lui, il était slovaque, avait passé sa vie à Prague. Comment il a vécu la disjonction des deux pays, j'en sais rien, mais enfin bon, c'est l'Europe, la vieille Europe de l'Empire Autriche-Hongrie et qui s'éclate en plein de communautés. Et seulement ce gars, là, il avait été fraiseur, et il était encore, soit au bord de la retraite, soit à peine déjà retraité, mais il avait travaillé toute sa vie comme fraiseur dans cette usine Motorlet. Sauf au moment de la guerre. Au moment de la guerre, détention. Et c'est pendant cette détention qu'il était dans un bloc où il y avait aussi des résistants français et que, il avait appris à leur contact le peu de français qu'il savait. Ça veut dire que pour nous, échanger... Ah, t'es vraiment traducteur, toi, mon gars? Bah, dis donc. Puis traducteur... Dans ces pays-là, à l'époque, dans un tel contexte d'usine, tu savais qu'il avait probablement à faire des rapports sur toi, qui tu fréquentais, de quoi tu lui avais parlé, comment tu avais fait à l'usine. Bon, c'est extrêmement contrôlé, donc il y avait aussi cette... ah oui, mais là, tout d'un coup, ça s'est vite... C'est-à-dire que le français qu'il me parlait, c'est du français appris de résistants dans un camp où... il y avait cette survie qui était là. Tout est précieux dans cette parole-là. Alors, évidemment, je n'ai pas d'exemple linguistique pas précis, mais c'est le souvenir que j'ai de recevoir comme ça. Et il y avait autre chose. C'est-à-dire, le matin, premier matin, je descends, avoir rendez-vous, par exemple, à 7 heures, parce que c'était tôt le matin, tous ces machins-là. On finissait tôt l'après-midi, mais... et on allait dans un réfectoire. Et le réfectoire, c'était que des petits apprentis, des gamins de 15 à 18 ans, comme un lycée technique, qui apprenaient tous ces métiers là, de la mécanique, de l'électricité. Et il y avait tout un bruit là-dedans. Et on s'assoit à une grande table de cantine, table toute simple de cantine. Et là, ce qu'on vous amène, t'as pas le choix. Ce qu'on t'amène, c'est de la goulash. Et c'était les 10 jours où j'ai été, chaque matin, le petit-déj, c'était goulash. Goulash de cantine. Et là, j'ai compris aussi un truc, c'est que lui, qui vivait seul, d'après ce que j'ai compris aussi, en tant que retraité ou près de la retraite, c'était dans des immeubles, c'était l'époque, c'était ce Concorde, tous ces pays de l'Est, des immeubles studios là, qui appartenaient à l'usine, qui dépendaient de l'usine. Eh bien pour lui, venir prendre ce petit-déj à la goulash gratuite, waouh! Et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter. Qu'est-ce que c'était Brno, qu'est-ce que avait été sa vie, tout est tombé assez facilement. En plus, on parlait étranger, donc personne ne pouvait nous comprendre. Donc, on parlait de la guerre, on parlait de la résistance. Oh, attendez, on franchit pas les limites. Par exemple, Franz Kafka, à l'époque, à Prague, non, c'était pas encore... il y avait des tas de livres encore, évidemment, censurés.
Bon, mais c'est pas de ça qu'on discutait. Puis ensuite, bah, on traversait une cour, deux cours, on entrait dans un hangar, on traversait le hangar, et on arrivait là, dans le petit labo, il y avait la machine. Elles sont où nos pièces? Bah, elles sont pas arrivées, nos pièces. Bon, bah, tu discutes avec les gars, tu passes 1 heure, tu passes 2 heures, toujours un peu de café, tout ça. Et lui, là, il traduisait. On parlait avec les gars, c'est des gars chouettes, évidemment. Donc l'occasion, là, il y avait la légitimité, là, bah, évidemment, si tu avais des chefs ou des ingés qui arrivaient, là, bon, tout le monde reprenait le boulot. Mais sinon, bah, ça a été 10 jours formidables. Pourquoi? Parce que tu parlais, et mon petit vieux bonhomme, toujours, c'est lui qui traduisait, comme il pouvait. Donc évidemment, moi, c'est par rapport à ce que tu comprenais un petit bout, et le reste, bah, ça passait par autre chose. Donc, une grande tape sur l'épaule avec le mec, et puis voilà, et c'est comme ça que pendant 10 jours, bah, après, bah, vers 10 heures, c'est bon, bah, écoutez, hein, vous savez où me trouver, ils ne savaient pas, mais à demain, à demain les gars. Et puis, je partais marcher dans la ville. Alors, est-ce que ça a été Kafka? Ben, justement, j'avais pas les outils pour trouver. J'ai même pas vu le cimetière, la tombe de Kafka. C'est dire. Il n'y avait rien là de. Je savais pas comment remonter les trucs. C'est pas les gars de l'usine là. Alors eux, ils m'indiquaient plein de trucs. Ah, tu pourrais aller voir tel machin, tel château. Tu pourrais aller visiter tel truc. Je me souviens le week-end là au milieu, avoir pris un bus et puis être parti là vers le sud, à 50 bornes, ces espèces de châteaux, nid d'aigle. Je serais incapable de retrouver le nom, mais j'ai fait des balades. Mais surtout, il y avait, vous savez, dans Prague, évidemment, tu as le Hradčin, le château, mais qui n'est pas un château monumental, c'est un quartier labyrinthe, et ça ressemble tellement là à ce qu'était mon souvenir de lecture du château de Kafka. Et le pont Charles, maintenant je peux toujours, quand je lis Kafka, quand je lis un pont, c'est ça que je vois. Puis dans ce quartier du Prague historique, c'est ces espèces de places intérieures, de passages, de cours là où les gens étaient tranquilles. Bah, tu buvais de la bière, tu buvais une bière, tu prenais un café. En tout cas, et là, vous savez ce que je lisais? En fait, je découvrais Rimbaud. Et j'étais parti là en emmenant Rimbaud. Et évidemment, tu as des souvenirs, tu connais ça, mais c'est la première fois que je lisais intensément, extensivement Rimbaud. Voilà, Rimbaud au lieu de Kafka. Alors dans cette série, j'appelle ça caractère, donc c'est sans me forcer, des gens que j'ai croisés, qui maintenant sont disparus, ils étaient vieux déjà à l'époque, et on était donc il y a plus de 40 ans, et ressaisir juste ces petits trucs comme ça, et puis en faire une sous-série, là, une accumulation, une sorte de grande galerie là, de portraits de disparus, et en même temps, bah, c'est un hommage. Alors, est-ce que c'est lui, de m'en souvenir, avec cette goulache au petit déjeuner, qui aurait provoqué ce matin d'aller chercher Kafka, ou bien est-ce que c'est Kafka qui a provoqué? Savoir. En tout cas, c'est mes carnets. À demain.